Monsieur le syndic sortant de charge, monsieur le syndic entrant en charge, mesdames et messieurs les membres de la municipalité, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, madame la préfète du district de Lausanne, monsieur le président du conseil d'État, mesdames et messieurs les membres du conseil d'État, mesdames et messieurs les membres du grand conseil, mesdames et messieurs les membres du conseil national, mesdames et messieurs les membres du Conseil des États, mesdames et messieurs les membres de l'administration, mesdames et messieurs les membres des autres trucs, mesdames et messieurs les gens, il existe à Lausanne un endroit merveilleux et enchanteur qui s'appelle le musée romain de Lausanne-Vidi. Entre bien des précieux témoins d'un passé lausannois glorieux, on peut y admirer une splendide inscription sur un imposant bloc de calcaire. Il s'agit d'une dédicace vieille de 18 siècles et qui dit ceci. Soli genio lunae, Publius Claudius primus, curator vicanorum Lusonensium, iterum, curator civium Romanorum conventus Helvetici. C'est limpide, et ça veut dire au soleil, au génie et à la lune, de la part de Publius Claudius Primus, curateur à 2 reprises des habitants de Lusona et curateur des citoyens romains de l'Assemblée du peuple helvète. Ce Publius Claudius Primus est le premier syndic de Lausanne connu. Curateur des habitants de Lusona, c'est ça. À l'époque, il y en avait 2 syndics, 2 curateurs élus pour 1 an qui se partageaient la tête de l'exécutif municipal. Alors ce Claudius, le syndic de Lausanne en question de l'époque, cumulait déjà les mandats puisqu'il présidait aussi, l'inscription le dit, l'association des citoyens romains d'Helvétie, dont le siège n'était pas à Berne mais à Avenches. C'est plus pratique pour jongler entre les séances, d'autant que, il faut bien le dire, les trajets de l'époque étaient presque aussi longs qu'avec l'autoroute aujourd'hui. Cela dit, Primus n'a exercé la co-syndicature que 2 fois seulement, donc pendant 2 ans, 2 ans seulement. Heureusement donc que la coutume des dédicaces sur pierre est tombée en désuétude. On n'ose pas imaginer la taille du bloc de calcaire, sans parler des problèmes de manutention, s'il fallait y graver aujourd'hui le cursus politique de Danielus Brellus. Heureusement aussi qu'on ne fait plus d'ailleurs de statues des magistrats en pied, grandeur nature. Rien qu'avec la fourniture en marbre, les comtes de la ville plongeraient de nouveau dans le rouge. Bon, on notera tout de même une troublante similitude entre les deux. Publius Claudius Primus a voué son monument au soleil, au génie et à la lune. Or, le quotidien 24 heures le relevait cette semaine. Le premier héritage concret clairement attribuable à Daniel Brella est la centrale solaire de Chaudron. Il disait par ailleurs que l'homme a incontestablement du génie, même s'il donne parfois l'impression d'être dans la lune. Passons maintenant à un intermède poétique. Une célèbre fable de Jean de La Fontaine, vous la connaissez, s'intitule « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ». Et afin de rendre hommage au valeureux héros lausannois qui a tenté le contraire et qui a presque réussi, histoire aussi d'évoquer la couleur verte, naturellement, commune aux dits batraciens et aux dits politiciens, le quatuor ciné-nominé interprète La grenouille de Joseph Haydn, Allegro con spirito. Merci.
Donc, la couleur verte. Comme chacun sait, le vert est un mélange de bleu et de jaune. La preuve, c'est que quand on songe à l'état de la planète bleue, on rit jaune et ça suscite l'apparition des vers. À Lausanne, le vert est partout. Il y a des espaces verts, une coulée verte, une forêt verdoyante aux côtes de Montbenon, une planification verte, des énergies vertes, des élus verts, un géant vert, un exécutif à majorité rose-verte et une droite parfois verte de rage. À propos de composition du vert et de mélange chromatique, on pourrait citer aussi la fameuse brève de comptoir, interprétée jadis par l'immense Jean Carmet dans l'émission Palace. Il disait « Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. » Bon. Mais la salade verte, c'est pas un mélange de salade bleue et de salade jaune. La salade verte, c'est le mystère. Voilà, pour méditer ça et pour tenter de percer ce mystère, on va céder la parole tout de suite à Madame Léonore Porchet, présidente des Verts lausannois. Et dans la foulée, le quatuor ciné-nominé interprétera une polka de Dmitri Tchostakovitch, qui quant à lui n'était pas un vert, mais un rouge. Bon, ça va assez bien ensemble, hein, au dire de certains détracteurs friands de clichés, pour qui les verts sont comme des pastèques, verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, pastèque ou pas, l'essentiel c'est que ça porte ses fruits. Madame Porchet, c'est à vous. Je vais essayer de ne pas raconter trop de salade. Je suis née l'année où Daniel Brella a été élu à la municipalité de Lausanne. Daniel a installé ses fameux panneaux solaires à la plage Chaudron en 1991 et donc je balbutiais à l'époque mes premiers mots. Vous aurez compris le paradoxe auquel je fais face aujourd'hui. Manquant cruellement de recul historique, je ne suis pas vraiment la meilleure personne pour témoigner de l'impressionnante carrière de Daniel, alors même que je n'ai pas connu ma ville autrement que sous son influence. Ce que j'aimerais donc partager avec vous aujourd'hui, en tant que présidente des Verts lausannois, ce ne sont pas des anecdotes vertes que je n'ai malheureusement pas vécues, mais je souhaite plutôt témoigner de l'immense reconnaissance que toute la génération des jeunes écologistes à Lausanne, mais partout dans le pays, peut avoir pour Daniel Brella. Il le raconte très bien lui-même. Il passait pour un rêveur loufoque lorsque, à ses débuts, il tressait des louanges à l'énergie solaire. Peu à peu, à l'aide de ses savants calculs, de sa finesse stratégique et de son incroyable force de travail, à l'aide aussi, il faut bien le dire, de son style qu'on peut qualifier avec euphémisme d'assez peu souple,
il a participé activement à mettre la défense de notre environnement à l'agenda politique et à faire entendre la voix des écologistes. À tel point qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, prétend s'en préoccuper. Pardonnez-moi cette comparaison pas très écolo, mais tel le brise-glace, Daniel a ainsi frayé de toute son énergie une voie dans la banquise de la politique pour toutes celles et pour tous ceux qui se préoccupent de notre environnement, de nos ressources vitales et qui souhaitent donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, nous pouvons donc monter au créneau pour défendre ces valeurs vertes, et c'est en partie parce que Daniel Brella a consacré sa vie à son parti et à sa ville. Nous sommes donc nombreux à Lausanne à faire partie de la génération Brella, comme on me l'a soufflé aujourd'hui. Pas seulement par notre âge, mais surtout parce que notre engagement, nos opportunités, l'écoute qu'on a de nos valeurs vertes, comme pour tant d'autres écologistes en Suisse, ne seraient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui sans notre géant vert. D'ailleurs, lorsqu'à 24 ans, j'arrivais à la présidence des Verts lausannois, une des remarques les plus fréquentes que j'ai eues face à mon jeune âge est « Mais alors, t'es la chef de Brella ?» C'est dire s'il fait figure d'étalon de mesure. Par contre, penser que je puisse être la chef de Daniel Brella, c'est assurément mal connaître les Verts, mais c'est surtout mal connaître Daniel Brella. Même si une de mes fiertés politiques, c'est de réussir à présider nos assemblées sans être trop interrompu par notre syndic. C'est d'autant plus vrai que Daniel est d'une fidélité remarquable et met un point d'honneur à participer avec assiduité à la vie de notre parti. Son agenda se divisant désormais par deux, il est fort probable que je sois chargé encore quelque temps de rappeler qu'il y a une liste de paroles à notre désormais seulement conseiller national. Il puisera alors dans sa mémoire, qui semble illimitée, des exemples et des anecdotes datant d'avant la naissance d'une partie de notre jeune base militante. Et en vrai ordinateur vivant, il fera des calculs pour prouver que si on change d'une virgule le projet discuté, on le retardera de au moins 10 ans et que cela coûtera au moins des millions. Daniel Brella n'a en effet pas le sens de la mesure. Cela a souvent été présenté comme un défaut, mais je pense au contraire que lorsqu'on porte un projet comme la métamorphose de Lausanne, le sens vaudois de la mesure est un frein. Cela est vrai aussi lorsqu'on s'attaque à l'inaction publique face à la destruction de notre environnement, aujourd'hui comme dans les années 70. Les catastrophes climatiques et environnementales qui s'annoncent font partie des plus grandes menaces auxquelles notre civilisation doit aujourd'hui faire face. Chacun doit en prendre conscience et faire sa part. Et comme dirait Daniel, même si certains ne sont pas d'accord avec eux, c'est quand même la vérité. L'héritage qu'il laisse permet aux Lausannoises et aux Lausannois d'être fiers d'une ville qui joue son rôle en la matière. C'est donc avec émotion que les Verts lausannois rendent aujourd'hui hommage à ce municipal hors norme qui remet les clés d'une ville courageuse et responsable. Daniel Brella est notre fondateur, un de nos moteurs les plus engagés. C'est donc un immense bravo et un gigantesque merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore pour les Verts que nous lui adressons aujourd'hui. Il est une de ces figures tutélaires qu'il est difficile de dépasser et dont on ne se passe pas sans difficulté. Une page se tourne pour notre parti comme pour notre ville. Mais Daniel transmet le flambeau à une relève dynamique, soucieuse de faire de Lausanne une ville plus verte encore. Son travail immense a donné une place dans l'arène à toute une génération d'écologistes décomplexés, aux valeurs assumées et à la langue bien pendue, décidés à poursuivre cet engagement local. Les nouveaux élus assermentés mardi en sont la preuve. Cette année, les jeunes Verts-Vandois ont d'ailleurs élu un nouveau bureau. Leur nouveau coprésident, Oleg Gaffner, est un jeune Lausannois de 14 ans. J'ai le double de son âge, comme quoi on est toujours le vieux de quelqu'un. Et qui sait, s'il peut un jour prétendre aux plus hautes sphères du pays, ce sera aussi grâce au travail phénoménal que Daniel Brella a fait ici, à Lausanne. Merci Daniel.
20 fois élu. 20 fois. Une fois au conseil communal, 8 fois au grand conseil, 5 fois au conseil national, 6 fois à la municipalité. Alors bien sûr, il ne m'appartient pas d'essayer de tracer un bilan. De toute façon, d'autres, et sans doute lui-même en premier lieu, sauront s'en charger. En plus, je suis fonctionnaire à la ville de Lausanne, c'est un peu délicat. Les processus budgétaires sont encore en cours. Mais enfin, on peut quand même évoquer quelques jalons, ceux qui ont marqué pour tout un chacun l'histoire de Lausanne durant l'ère Brella. En vrac et entre autres, Agenda 21, je me souviens de ça, le chauffage à distance, CityCab, le M2, Tridel, le City Management, le projet Métamorphose et ses métamorphoses, l'assainissement de la caisse de pension, le développement d'une vie culturelle foisonnante, l'extension du musée romain de Lausanne-Vidi, les règles sur la mendicité, le spectacle Champion, généreusement offert au CIO en novembre dernier. Daniel Brella a eu le grand mérite, d'ailleurs, à ce propos, en 88, alors qu'il était encore membre du modeste groupement pour la protection de l'environnement, de gagner démocratiquement le combat contre la candidature lausannoise aux Jeux olympiques. Alors, à l'époque, ça en a fait enrager plus d'un chez les promoteurs, les libéraux et quelques autres. C'était vraiment chouette. Depuis, Daniel Brella a obtenu l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en 2020, une organisation qui vise à montrer l'exemple raisonnable, écologique et durable en la matière. Et il préside l'Union internationale des villes olympiques. Lausanne, ville olympique. C'est vrai que ville olympique, ça vous pose une ville quand même. Ça fait rêver, c'est une auréole de prestige, une image positive, faite de joie, de succès, de probité. Ça fascine les populations, les investisseurs du monde entier qui ont tout de suite envie de s'y précipiter. Sochi, ville olympique.
Albertville, ville olympique. Rome, ville olympique. Franchement, qui aurait envie d'aller à Rome si ce n'était pas une ville olympique? Bref, pour évoquer toutes ces années de façon un peu plus sérieuse, peut-être, le moment est venu de passer la parole aux compagnons de parti et de route, l'autre vers de la municipalité, le successeur au service industriel, l'homme qui est à la fois un alter ego au plan politique et un anti-Brella en termes d'anatomie comme en termes d'image et de notoriété. Voici donc celui dont on ignore le nombre de chats, dont personne ne sait les régimes alimentaires, dont nul ne connaît la date du dépucelage, monsieur Jean-Yves Pidou. Après quoi, à la demande du principal intéressé et avec sa participation, on évoquera quelques aspects de la mentalité vaudoise. Monsieur Pidou, c'est à vous. Monsieur le syndic sortant de charge, cher Daniel, monsieur le syndic entrant en charge, cher Grégoire, monsieur le conseiller d'État en charge, chers collègues, madame l'ancienne syndic, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, mesdames et messieurs les invités, chers amis, chère Marie-Ange, mesdames et messieurs les membres du quatuor ciné-nominé, mesdames et messieurs, ceci étant dit, et tout aussi clairement, et indépendamment de ça, qu'est-ce que je fais ici? L'événement d'aujourd'hui consiste en une rencontre publique, lors de laquelle les remerciements bien mérités seront adressés à Daniel Brella. Il n'est pas exclu que celui-ci fasse lui aussi une intervention, lors de laquelle, très brièvement, vous le connaissez, il dressera un panorama des métamorphoses de Lausanne, et comme il parlera en dernier, il pourrait même appliquer une règle anthropologique universelle de réciprocité. Après avoir reçu des remerciements et des félicitations, il pourrait en adresser lui-même. Qui sait? Mais moi, comment contribuer à ce moment? Si je considère la situation, je crois que les deux termes de l'alternative qui se présentent à moi en la circonstance sont: dois-je prononcer en hommage à Daniel Brella un discours malicieux, ou bien dois-je me comporter en orateur légèrement moqueur? Pour ma contribution à la bonne marche de l'ensemble, je soupçonne en effet que ma marge de manœuvre est faible et qu'il attend de moi un hommage à la fois amical et sarcastique, voire même champignacien. Il est vrai que j'occupe parfois au sein du collège municipal la fonction de relecteur attentif aux anacolutes et aux eugmes. Quelques envolées lyriques ont bel et bien valu à Daniel Brella des nominations à l'ordre du Grand Prix du maire de Champignac. Mais, comme vous le savez, on ne peut pas être à la fois maire et syndic. C'est peut-être une des causes pour lesquelles Daniel a toujours échoué à obtenir la distinction suprême. Et pourtant, il a fait des efforts. Je n'en mentionnerai qu'un. Cette forte parole ne lui a pas rapporté de prix, mais a certainement pesé dans la décision du Conseil d'État vaudois de lui confier la présence des TL, dont on sait que le futur est fortement ferroviaire. Je cite: « Et puis, nous savons parfaitement que si nous commettons des erreurs, certains se chargeront d'essayer de remettre les rouages du blocage dont ils sont spécialistes sur les rails. » Cette déclaration du 28 septembre 2009 est mémorable, pas seulement pour la démonstration d'une grande connivence avec le monde de la mécanique et des transports publics, et particulièrement du rail. Elle est mémorable parce qu'elle formule un aveu très rare pour un événement encore plus exceptionnel. Le « nous » au nom duquel parle Daniel Brella peut, malgré sa présence en son sein, commettre des erreurs. S'agissant de la municipalité de Lausanne, le cas de figure est évidemment tellement improbable que sa mention
relève plutôt d'un souci de l'exhaustivité logique que d'une description de la réalité ou de la mention d'une probabilité. Je vais passer de la logique à la statistique, domaine dans lequel Daniel Brella excelle, puisque, en bon mathématicien, il conjugue à merveille l'exactitude et l'approximation. Je vais me faire ici le porte-parole de celles et ceux qui apprécient et même admirent Daniel Brella, mais pas forcément 100% du temps, et tout en ne prenant pas au sérieux 100% de ce qu'il dit. Je suis donc, grosso modo, représentatif de 100% de la population. Pourquoi pas 100% du temps et pourquoi pas 100% de ce qu'il dit? Tout aussi clairement, Daniel Brella présente quelques défauts. Ainsi, dans un pourcentage significativement élevé des cas, mais légèrement inférieur à 100%, il a une forte tendance à considérer que sa vérité est la réalité et que la vérité des autres est spéculation, approximation et en tout cas contraire au bon sens. Je vous ferai grâce d'exemples de ces occasions qui nous ont toutes et tous, à un moment ou l'autre, rendu Daniel Brella 100% exaspérant. Vous voyez, je fais des efforts de quantification, bien sûr pour tenter maladroitement de me hisser à sa hauteur. Heureusement, il ne réussit pas toujours à nous impressionner. Exemple pris au hasard, et là je vais remplir un certain nombre des vœux de M. Flutsch, exemple pris au hasard, moi. Je rappelle, et je promets que c'est la dernière fois que j'en parle en public, je rappelle comment Daniel Brella m'a présenté la situation en septembre 2005, au moment où il était question que je figure à ses côtés sur la liste de la municipalité pour les élections en vue de la législature 2006-2011. En cet automne de 2005, désignation des candidats, peut-être pour me rassurer, peut-être pour exprimer la modestie de ses propres ambitions en matière d'accession d'un autre verre à la municipalité, Daniel Brella m'avait prédit environ 10% de chances d'être élu. C'était une sage manière de procéder, dans la mesure où il avait jugé probable que je reste sur le carreau, mais pas estimé complètement impossible que je sois élu. Au soir du premier tour, en février 2006, sa prédiction a sensiblement évolué, puisqu'il voyait désormais pour moi 90% de chances d'être élu au second tour. Je dois à la vérité de dire qu'au fil de la campagne, son pronostic avait un peu progressé, mais il s'avère que, même pour un statisticien, la prévision électorale est plus confortable dès lors que les urnes ont livré un premier résultat. Et en tout cas, Daniel Brella nous montre par l'exemple qu'il vaut mieux s'en tenir à des probabilités. À ma connaissance, il n'existe qu'une occurrence à l'occasion de laquelle il n'a pas pris la précaution d'assortir ses pronostics d'un pourcentage de chances de réalisation. Il s'agit de son évaluation du nombre de dealers qui est resté à Lausanne à une certaine échéance. Le résultat montre la très grande difficulté de garantir de la réalisation de prévisions lorsqu'elles sont énoncées en nombre absolu. Bon, Daniel, je quitte le monde de l'ironie, ou du moins j'essaye, tout aussi clairement, et comme je ne veux pas monopoliser la parole, je vais esquisser en 4 points l'apport de Daniel Brella à la municipalité tel que j'ai pu le vivre et le percevoir. Premièrement, certes, nous savons tous ou presque que Daniel Brella ne sait pas vraiment respecter l'ordre du jour et celui des tours de parole. Dans ces moments, ces formules de prédilection, indépendamment de ça, ou ceci étant dit, ces formules prévalent souvent. Et qu'est-ce qu'elles signifient? Le président de séance se donne la parole indépendamment du souhait des membres du collège de l'obtenir, dans un ordre prévisible, et il estime, et il donne le signal fort, que ce qui a été dit avant qu'il prenne la parole lui-même était pour une part du remplissage. Mais ces informalités présidentielles sont peu de choses
au regard de son véritable apport au gouvernement, à l'exécutif de la ville. Daniel Brella a systématiquement témoigné d'une solidarité remarquable à l'égard des décisions de la municipalité. Garant de la collégialité, il a soutenu loyalement ses membres, tous ses membres, et s'est montré d'une solidarité exemplaire à l'égard du collège municipal, en assumant les décisions prises et en défendant ses collègues sans jamais les discréditer en public. Deuxième remarque qui a trait à sa personnalité, Daniel Brella est encore moins susceptible que moi, ce qui n'est pas peu dire. Même après des éclats, des rebuffades, des décisions qui lui sont contraires, il passe au point suivant. Il fait table rase de la mauvaise humeur ou de la tension. Il présente l'immense qualité, pas toujours partagée dans le monde politique, même à la municipalité de Lausanne, l'immense qualité de ne pas être rancunier et de savoir laisser ses rognes de côté pour reprendre la discussion sur de nouvelles bases non émotionnelles. Le paradoxe, évidemment, c'est qu'il exprime parfois cette sagesse sous une forme tellement polémique qu'elle ne calme pas les émotions des autres. Mais c'est désormais leur problème. Troisièmement, son intérêt pour le monde de l'énergie ne s'est jamais démenti. Le directeur des services industriels qui vous parle doit souligner que la passion dévorante du syndic pour cette question a toujours été respectée avec le respect de la marge de manœuvre du responsable politique des services industriels. Même s'il est viscéralement impossible à Daniel Brella de ne pas se prononcer publiquement sur les questions énergétiques, il n'est jamais intervenu dans les affaires de la direction, sinon de manière constructive et respectueuse du directeur en place. Et c'est vrai, ne riez pas, même s'il lui est arrivé parfois d'exprimer de l'impatience face à la lenteur de réalisation de certains projets. Et puis surtout, quatrièmement, et pour terminer, Daniel Brella ose avoir des idées. Il a une capacité toujours renouvelée de proposer des solutions hors des sentiers battus, hors des rails bloqués qu'il dénonçait dans sa citation champignacienne. Il sait faire preuve d'une imagination qui est mise tout entière au service de la collectivité. Cette imagination s'allie à l'amour des chiffres, qui ne sont pas que des outils au service d'arguments d'autorité. Ce sont aussi des moyens d'évaluer, de comprendre et de faire évoluer la réalité. Les pécadilles pseudo-statistiques que j'ai citées tout à l'heure ne pèsent évidemment pas beaucoup ici. L'homme, Daniel Brella, a une mémoire, une capacité de calcul que tout le monde, 100% de la population qui s'intéresse à la question, lui envie. Et surtout, il met cette capacité, ce calcul, sa capacité à percevoir rapidement des dérivés, des effets de levier, des équations péréquatives à plusieurs inconnues, tout cela, il le met au service de la ville. Le mélange brélasien à son meilleur, c'est d'utiliser les outils de la raison, de la quantification et de la créativité au service d'un idéal, idéal vert et idéal lausannois. S'il y a un moment de sincérité et de premier degré dans ce discours malicieux, il est ici. Ceci étant dit, et tout aussi clairement, et indépendamment de ça, il est temps pour moi de clore et de lui adresser un merci, 100% vibrant. Merci. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait?
Ah ouais, la mentalité vaudoise. La mentalité vaudoise. Le problème, ouais, enfin, c'est compliqué, tu vois, parce que la mentalité vaudoise, déjà, ça n'existe pas. Enfin, il n'y en a pas une de mentalité vaudoise. On ne peut pas parler comme ça de mentalité vaudoise, parce qu'il y en a 36 des mentalités vaudoises, tu vois, parce que tu ne peux pas comparer ce qui se passe entre la Vaud, la Côte, la Broye, le Nord vaudois. En plus, il y a la vallée de Joux, le pays d'en haut. Forcément, c'est différent. Hein, bon, quand même, il y a quand même une mentalité vaudoise, ça tu peux pas aller contre, hein, mais alors, on va exprimer ça avec des mots, hein, c'est comme si tu voulais expliquer Beethoven avec un grelot, quoi. Bon, il y a quand même un truc hein, dans la mentalité vaudoise. Moi, je pense qu'il faut quand même dire un truc. Ouais, c'est qu'il y a quand même un fond qui est essentiel. Hein, c'est le côté, tu m'écoutes, c'est le côté campagnard, hein, le côté terroir, paysan, etc. Hein, cet ancrage dans la terre, même si on vit en ville, ça fait rien. Hein, ça revient quand même toujours. Hein, c'est comme cette histoire, la terre est basse, hein, tout ça. Alors, du coup, avec ce côté, la terre est basse, le côté paysan, il y a une sorte de fatalisme, ouais, de fatalisme dans la mentalité vaudoise. Un côté un peu humble, un peu résigné, comme ça. Hein, la terre est basse. C'est un peu comme l'histoire du paysan là, qui ramasse ses patates, puis il y a un citadin qui passe à côté, puis il dit alors vous êtes content, les patates elles sont grosses cette année, puis l'autre il fait ou les petites pâtes, hein, tu vois. Alors ça c'est ce côté comme ça fataliste. C'est un peu comme avec le temps qu'il fait, hein, avec la météo aussi. Là aussi on peut parler pendant des heures entre vaudois du temps qu'il fait, du temps qu'il faudrait qu'il fasse, du temps qu'il aurait mieux fait qu'il fasse, hein. Et puis bon, au bout d'un moment il y en a toujours un qui finit par dire ma foi, comme on n'y peut rien, on est dessous. Donc, tu vois, alors ça c'est ce côté-là, hein, ce côté ouais, fataliste, la terre est basse, puis le ciel, ma foi, on est dessous, et puis voilà, comme ma fille, c'est comme ça, qui ne peut, ouais, c'est ouais, fataliste, c'est assez juste. Hein, puis, alors avec ça, évidemment, il y a un côté, ça c'est Gilles qui le dit, hein, Gilles, il a tout dit sur la mentalité vaudoise, il dit que, comme ils ont ce côté un petit peu résigné comme ça, les Vaudois peuvent jamais être complètement contents, c'est jamais totalement heureux, parce qu'ils sont toujours un peu en dessous, hein, Gilles, il dit, les Vaudois, ils peuvent jamais dire qu'un truc est beau, hein. Par exemple, si des Vaudois sont devant un spectacle grandiose, je sais pas moi, un coucher de soleil sur le Parthénon, ou bien un opéra tragique dans les arènes d'Avanches, ben, ils disent ouais, c'est bien joli, mais ils diront jamais que c'est beau. Donc c'est ce côté toujours un petit peu en dessous comme ça, hein, parce que le problème c'est que Gilles il a raison aussi là-dessus, parce que vu qu'il y a le côté fataliste un peu résigné comme ça, puis cette espèce d'expérience, hein, c'est qu'il y a toujours, même quand tout va bien, il y a toujours la menace que ça aille moins bien. Hein. Donc du coup on ne peut pas être jamais complètement relâché, jamais complètement heureux. Par exemple quand il fait grand beau temps, magnifique, tout ça, les Vaudois ils disent on veut leur payer. Hein, donc il y a toujours ce côté, hein, comme ça, c'est pas un Vaudois quand il est faim, bien manger, repu, rien à faire, tranquille. Hein, tout ce qu'il arrive à dire, c'est on a été plus mal. Hein, donc c'est ce côté, hein, c'est Einstein, hein, le Vaudois, tout est relatif, ça pourrait toujours être pire, etc. Alors avec ça, bah oui, il y a ce côté justement de méfiance, hein, par rapport à tout ce qui pourrait aller bien, mais qui est de toute façon précaire, qui demande qu'à tourner mal, etc. La méfiance vaudoise, c'est quand même quelque chose dont on parle assez souvent. Hein. Les Vaudois se méfieraient de tout, etc. C'est comme la fameuse histoire du gars, là, j'étais une fois avec une équipe à Grand-Vaux, puis il y en a un qui sort, c'était juste avant les élections, les votations, je ne sais plus, et puis il dit, de toute façon, si les votations pouvaient changer quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Ouais, tu vois, alors ça c'est ce côté justement méfiant. Mais alors ce qui est marrant, c'est parce que ça c'est assez souvent ça aussi dans la mentalité vaudoise, c'est que c'est assez paradoxal, parce qu'il y a le côté méfiant, alors hein, tout là ça va se gâter, on veut leur payer, etc. Puis en même temps, il y a une espèce de confiance, une espèce de nonchalance. Par exemple si tu fais des projets avec des Suisses allemands, hein, eh ben, les Suisses allemands, ils vont faire 500 séances, hein, ils appellent ça des Sitzungen, pour planifier tout comme il faut, hein, tout régler des années à l'avance, tandis que le Vaudois, il va dire, oh, bah, ça veut déjà bien jouer. Et puis il avance, puis finalement ça marche aussi. Donc c'est marrant parce qu'il y a la méfiance, il y a la confiance, Et puis on disait, bon, le Vaudois est toujours un peu en dessous, hein, c'est jamais beau, c'est toujours joli, on n'est jamais heureux, on a été plus mal. Mais en même temps, d'un autre côté, et Gilles, ça il le dit aussi, il y a un côté cracra chez le Vaudois, un côté carrément marseillais, hein, parce que tu as quand même des expressions comme, je sais pas, une puissante cosse, une terrible cramine, une soif épouvantable. Hein, donc dans certains cas, le Vaudois il peut aussi être complètement à l'inverse, complètement emphatique, hein, presque marseillais. Il te parle d'un coup de joran sur le Léman, pour moi, il croit que c'est Catherine.
Irina. Hein, donc, mais alors, c'est quand même plus souvent pour des trucs qui leur tombent dessus que pour des trucs qu'ils font eux-mêmes. Hein, seulement, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de fierté. Il y a quand même la fierté vaudoise. Hein, l'expression « il y en a point comme nous », c'est quand même pas rien. Même si c'est un peu l'autocritique au début, mais enfin, il y a quand même une espèce de fierté. C'est comme l'histoire la fameuse aussi du gars de la vallée de Joux, la début, qui part un week-end à Paris, puis quand il revient, on lui demande comment c'était, puis il répond oh, Paris, c'est joli, mais c'est loin de tout. Hein, voilà, donc là, il y a cette espèce de fierté vaudoise, oui. Ah ben attention, parce que là, il y a de l'humour aussi. Hein. Parce qu'il y a un humour vaudois, ça, tu ne peux pas les compter, c'est ça. C'est un humour, c'est un humour vaudois, je ne sais pas comment dire. Un copain, Auguste, tu connais Auguste. C'était il n'y a pas très longtemps, il était à Londres. Hein. Il allait au muséum d'histoire naturelle. Et puis dans le hall du muséum d'histoire naturelle, c'est un immense machin, il y a un hall, c'est plus grand que ça. Hein. Il y a au milieu, dans le hall, il y a un diplodocus. Un machin, il fait 25 mètres de long, 6 mètres de haut. C'est un squelette, donc il est mort. Hein. Et il y a cet immense truc là qui domine tout l'espace. Et puis Auguste, avec ses gamins, il faisait la queue pour aller prendre un billet ou un vestiaire ou je sais pas quoi. Puis dans la file, il y avait des gens un peu de toutes les origines, ça causait anglais un peu partout autour de lui. Puis tout d'un coup, il entend 3-4 ans derrière quelqu'un qui fait « Ouh, sale bête à gouverner ». Ça, c'est cette espèce d'humour vaudois, hein, de penser à ça devant un diplodocus. Le même Auguste, par exemple, il était aussi c'était l'automne passé, il faisait les vendanges à Cuilly, ça faisait une semaine qu'ils étaient au blanc, jour et nuit, sans enlever les chaussures. Et puis, le dernier soir, ils faisaient la tournée des pressoirs. Puis, dans chaque pressoir, avec leur équipe, ils buvaient un coup de blanc, etc. Puis, en fin de parcours, ils reviennent au caveau d'origine, chez le Francis. Et puis là, ils tombent sur un copain à eux qui était tout seul, qui buvait du rouge. Puis, il y en a un qui lui fait t'es au rouge, toi, t'es sonné, ça passe pas la soif. Puis l'autre fait heureusement. Ouais. Alors ça, c'est ce côté humour vaudois. Puis ça donne, c'est paradoxal parce que ça donne quand même cette idée justement de côté bon vivant. Hein, ce côté bon vivant, c'est aussi très vaudois. C'est marrant parce que d'un côté, on se méfie, on veut leur payer, et puis en même temps, on est capable de se laisser aller, d'apprécier la bonne bouffe, etc. Enfin, on peut parler aussi du papet, par exemple, pendant des heures. Hein. Il y a des écoles sur le papet. Est-ce qu'il faut que les morceaux de patates soient encore des morceaux, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit du papet, hein, de la papoche, de la miof, et puis on peut discuter de tout le reste, hein, les bouts de pha, les croûtes de vin zèle, la crème gonfle, etc. Puis le vin, évidemment, le vin, ça tu vas pas contre. Hein, partout, on peut pas faire une rencontre, une séance sans boire un coup de blanc, même dans les coins du canton où ils n'ont pas de vigne. Hein, tu vas à Grange-Marnan, ou je sais pas, ils font des verrets, exactement. Donc là, il y a quand même ce côté aussi épicurien qui est contradictoire avec le côté fataliste, stoïque, etc. C'est assez étonnant. Puis on peut se lâcher complètement. Hein. On connaît des peds, pauvre ami. Des peds. Alors là aussi, hein, on veut leur payer, ou il faut faire attention, etc. Puis d'un autre côté, on peut se lâcher complètement. Un jour, on était avec une équipe, il y avait Auguste justement aussi. Et puis... On a commencé à 50, il y avait une espèce de bastringue et tout. Et puis à minuit, tout d'un coup, on n'est plus qu'une trentaine, parce qu'il y en a qui rentrent pour s'occuper des gamins, etc. À 2h du matin, on n'était plus que 10. À 3h du matin, plus que 5. Et puis à 4h du matin, il restait Auguste, un copain et moi. Et puis on a rouvert une bouteille. Puis Auguste a dit les pets sont loin, il n'y a plus que nous. Donc c'est marrant parce qu'il y a ce côté-là. Et puis bien sûr, il y a aussi le langage. Hein, ça fait aussi beaucoup pour la mentalité vaudoise. Une puissante senaillée, la panos, la miof, une enchâtelée, etc. etc. Un coup, on était avec une équipe, et puis il y en a un qui c'est aussi avant les élections, puis il y en a un qui dit quand on voit toute cette équipe de grimpions cougnés sur les listes électorales, il faut voir ça, hein, ça voir ce commerce, ça gigenat, ça dzvat à la radio, il y en a qui posent avec les modas sur les marchés, avec les boèmes et tout ça. Seulement, le problème, c'est qu'en octobre, il y en a une épée qui vont se retrouver maillot, puis qui auront pris une bonne agnaf. Et puis le pire, c'est que ceux qui vont passer ne seront pas forcément les moins croyés. Eh ben, il y avait un gars de Pontarlier, il n'a rien compris. Hein.
Et puis, alors voilà, donc c'est marrant parce que tout ça, c'est la mentalité vaudoise. Donc il y a le côté fataliste, méfiant, en même temps confiant, nonchalant mais inquiet, épicurien mais quand même retenu. C'est assez compliqué. Puis c'est pas seulement que les traditions, le langage et tout ça, parce que ça se perd aussi ça, mais il y a aussi tout le reste, le côté tolérant, le côté ouvert, le côté progressiste, tout ça. C'est pour ça que moi je dis toujours ça va pas, on peut changer tout ce qu'il y en a qui parlent de fusionner le canton de Vaud et le canton de Genève. Je dis, ben, ils ont qu'à fusionner, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va pas changer, ça va rien changer à la culture d'ici, pas parce qu'on aura fusionné les fichiers cantonaux des cycles et bateaux que les Vaudois vont mettre de la longeole dans le papet, ni que les Genevois vont mettre du raisin dans le perlin. Hein. Donc voilà, moi je pense que la mentalité vaudoise, mais le seul problème, c'est que c'est sans fin, c'est sans fond, c'est un problème de... C'est pour ça que je pense que non, tu peux pas comme ça expliquer la mentalité vaudoise en 2 mots. Ça se tire, on en arrive déjà à la 3e allocution. Voici donc venir le moment de changer de couleur du vert au rose et d'entendre avec tout le recueillement et tout l'enthousiasme qui s'impose le vaillant successeur, le nouveau guide suprême, le syndic élu en gloire, l'admirable chef de la nouvelle direction de la culture et du développement urbain, le visionnaire génial qui désormais va décider les budgets des musées de la ville, le très éclairé et très merveilleux Grégoire Junot. Après sa remarquable intervention, nous entendrons le quatuor ciné-nominé, et en particulier Muriel Fullman et Clémentine Colbert, qui interpréteront avec autant de talent que d'à-propos le duo des chats de Gioacchino Rossini. Pardon. Monsieur Junot, c'est à vous. Cher Daniel, chère Marie-Ange, chers et chers collègues, Monsieur le Président du Conseil d'État, chers amis, chers invités, mesdames et messieurs, quand Daniel Brella m'a demandé de prendre la parole ce soir, il s'est exprimé en ces termes. Il m'a dit « Je ferai un discours, 30 à 40 minutes, je vous avertis. Il faudra que tu sois plus court, évidemment. Tu n'es pas du tout obligé de parler de moi. Tu peux même évoquer l'avenir de Lausanne si tu le souhaites, mais enfin personne ne comprendrait que tu ne parles pas quand même un tout petit peu de moi. » J'ai évidemment reçu le message 5 sur 5, mais je me suis promis de n'évoquer ce soir ni les chats, ni les cravates, pas plus que les régimes alimentaires ou les prises de poids. Je m'en tiendrai sur le sujet à une seule et unique considération. Je ne sais pas si vous savez ce que les Allemands disaient au sujet d'Helmut Kohl. Il disait en politique, il faut être grand ou gros. Si vous êtes les deux, c'est génial. Incontestablement, Daniel est plutôt bien classé en la matière. J'aimerais commencer par évoquer un souvenir de 2001, excusez-moi. 2001 était une année un peu douloureuse pour les socialistes, puisque c'est celle où nous avons perdu la syndicature. J'étais à l'époque jeune secrétaire du Parti socialiste, et nous étions néanmoins tous rassemblés derrière Daniel Brella pour l'élection à la syndicature. Nous sortions du Café du Cygne, où nous venions de manger une croûte au fromage. Ce sera ma deuxième dérogation aux questions alimentaires. On s'apprêtait à aller manger une fondue au Grutli. Et sur le chemin, nous avons, en bons militants, accompagnés d'ailleurs de quelques militants socialistes et verts, distribué des roses et des tournesols dans les cafés de la rue de l'Halle. J'ai alors vécu quelque chose que je n'ai jamais revu depuis. Tu jouissais, Daniel, d'une popularité exceptionnelle. Popularité qui t'a d'ailleurs accompagné tout au long de ta carrière politique. Je me souviens qu'on te demandait des autographes. Je n'avais jamais vu ça en politique. Je ne l'ai d'ailleurs jamais revu depuis. Cette popularité, qui est probablement ta première marque de fabrique, témoigne de ta formidable capacité à sentir l'opinion, à convaincre et aussi à emporter l'adhésion. À ce propos, il y a un engagement politique dans ta carrière qui m'a quand même beaucoup surpris, que j'ai découvert en préparant ce discours. J'ai découvert qu'en 1980, tu t'étais engagé contre l'élection des municipalités par le peuple. Tu étais alors attaché, et je prie les conseillers communaux qui sont dans cette salle de bien écouter,
tu étais attaché à la défense inaliénable des compétences du Conseil communal. Ça a un petit peu changé depuis. Mais enfin, les conseillers communaux seront quand même heureux de savoir qu'il y a 36 ans de cela, tu fus le chantre et le héros de leurs droits et de leurs compétences. Mais ce n'est pas l'essentiel, car cet engagement contre l'élection par le peuple est peut-être ta seule erreur de jugement politique de ta carrière, car s'il y a bien une personnalité qui a bâti sa carrière politique sur la légitimité populaire, c'est bien toi, et rien ne dit que tu serais devenu municipal en 1990 sans l'élection par le peuple, et tout laisse même à penser que tu ne serais jamais devenu syndic en 2001 sans l'élection populaire, où tu as été plébiscité, popularité, je l'ai dit, maintes fois renouvelée, et qui ne t'a jamais lâché au cours de ta carrière politique. Tu as été, ça a été dit, le premier vert élu dans un Parlement national en 1979, 3 législatures à la tête des services industriels, puis encore 3 comme syndic. Ce n'est pas rien. Ça en fait le 4e plus long mandat à la municipalité dans l'histoire de Lausanne, le 2e plus long comme syndic depuis le début du XXe siècle, après Georges-André Chevalat. En la matière, c'est néanmoins Charles-André Secrétan qui détient la palme. Devenu syndic en 1815, il le restera durant 27 ans jusqu'à sa mort en 1842. Ces chiffres sont bien sûr de Daniel, je n'ai rien vérifié du tout, mais je ne doute pas un instant qu'ils soient exacts. Car c'est une autre marque de fabrique, ça a été dit par mon collègue Jean-Yves Pidou, de notre syndic, que la maîtrise et la mémoire des chiffres. Avec Daniel, clairement, dans ce canton, l'amour des chiffres est venu s'ajouter à l'amour des lots. Il y aurait des milliers d'histoires à raconter sur le sujet, des anecdotes très nombreuses. J'en raconterai une assez récente. Nous mangions à la Villa Morpeau il y a quelques mois de cela, avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui venait à Lausanne pour défendre la candidature parisienne aux Jeux Olympiques de 2024. Mais ce n'est pas le sujet. On a bien sûr un peu parlé des Jeux Olympiques, mais on a aussi pas mal parlé de politique. Et j'ai assisté à une scène médusée où Daniel Brella a repris Anne Hidalgo sur les résultats électoraux des différents arrondissements de Paris. Comme Anne Hidalgo n'a rien trouvé à y redire, j'ai conclu encore une fois que les chiffres étaient justes. Je vous raconterai encore une anecdote dans un autre registre. C'était le début de la législature précédente, peu de temps après mon arrivée à la municipalité, je crois dans une séance de délégation métamorphose. On recevait un fonctionnaire de la direction des travaux, comme c'était souvent le cas, qui venait nous faire une présentation. Il y avait probablement passé une bonne semaine et préparé un PowerPoint d'au moins une 50aine de slides. Assez impatient comme à son habitude, alors que la présentation venait à peine de commencer, le fonctionnaire avait peut-être tourné 2-3 pages, le syndic lui dit « Mais vous n'auriez pas une copie papier de cette présentation ?» Le fonctionnaire lui répond poliment « Bien sûr, monsieur le syndic. » Et Daniel lui dit alors « Eh bien, vous pourriez nous la distribuer, comme ça on passera directement à la suite. » Cette anecdote illustre un des traits de caractère du syndic. Je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, d'ailleurs, si le fonctionnaire s'en est remis, s'il a depuis renoncé à toute présentation PowerPoint, ce qui ne serait pas forcément un mal. Mais tout cela illustre une des qualités de Daniel, importante, peut-être sa principale marque de fabrique, c'est qu'à peine on commence une discussion, et c'est vrai en municipalité à peu près chaque semaine, il est déjà à la solution. Il fait partie de ces personnes qui n'ont pas besoin du développement pour trouver la conclusion. Pour qui aime le débat, c'est parfois frustrant, mais c'est d'une efficacité, il faut bien le reconnaître, rarement prise à défaut. Car sa véritable marque de fabrique est là, il sait appréhender les problèmes, jauger très vite les positions des uns et des autres, et trouver effectivement facilement les issues et les chemins, souvent consensuels, qui pourront permettre de débloquer une situation. C'est une approche somme toute pragmatique, où la raison et l'analyse tiennent lieu de fil rouge bien plus que l'idéologie. Et j'aimerais encore évoquer un trait de la personnalité de Daniel, avant d'en venir à quelques propos conclusifs, que Jean-Yves Pidou a aussi évoqués, et qui sont importants parce qu'ils sont parfois moins connus de la personnalité de Daniel Brella. C'est effectivement, ce fut un syndic solidaire, prêt à monter au front pour défendre les collègues, toujours à l'écoute aussi lorsqu'on avait un problème ou besoin de conseils. Et c'est évidemment des qualités rares, c'est des qualités très appréciables, et c'est des qualités aussi qui font qu'il a été un excellent syndic, malgré quelques traits de caractère parfois compliqués, apprécié, respecté et aimé aussi de ses collègues pour ces qualités-là, qui sont de très importantes qualités humaines et qui ont permis effectivement de défendre toujours la collégialité. Finalement, Daniel Brella reste un politicien hors norme. Premier écologiste d'une grande ville suisse, il aurait pu être l'apôtre de la décroissance, freiner le développement, être le défenseur du patrimoine.
il n'en a rien à été. Ça a été l'homme des grands projets, d'une mutation profonde de la ville. Et l'ensemble des grands chantiers qui vont démarrer cette législature sont pour l'essentiel, même pour tous ces projets, sont le résultat des années Daniel Brella. Alors, je ne sais pas dans quel courant des Verts il faut te classer, les Verts pastèques, les Verts Fundi. Moi, je parlerai plutôt des écologistes productivistes. Tu en es sans doute l'unique représentant, mais tu as su donner, à travers ton mandat, tes mandats politiques, tu as su donner un vrai sens au terme de développement durable. Tu as fondé une partie de ton élection en 1989, ça a été dit, sur ton opposition aux Jeux Olympiques à Lausanne. Et tu termines ta carrière 26 ans plus tard en étant le syndic de la ville organisatrice des Jeux Olympiques de la jeunesse et en ayant même ouvert une porte timide à l'organisation de vrais Jeux Olympiques en 2026. On pourrait y voir une contradiction, elle n'est en réalité qu'apparente, car à l'époque, tu en appelais, je cite, à des jeux d'un nouveau style, sans massacre naturel, sans grands investissements ou installations inutiles. Tu avais alors plus de 20 ans d'avance sur l'agenda 2020 du Comité international olympique. Cher Daniel, tu auras su, par ton engagement à Lausanne, donner un sens, je l'ai dit, au développement durable, porter l'image d'une ville qui est confiante en l'avenir, un avenir qui est aussi synonyme de promesses futures. Tu as su aussi défendre une ville multiculturelle, ouverte sur le monde, capitale sportive, mais aussi capitale culturelle. En mon nom et au nom bien sûr de l'ensemble du collège municipal, j'aimerais te remercier très sincèrement pour tout ce que tu as fait pour cette ville, te dire aussi que je suis très honoré de prendre ta succession. J'aimerais aussi associer Marie-Ange à ces remerciements, qui fut à tes côtés tout au long de ces années lausannoises, qui a vécu, sans doute parfois aussi subi tes engagements politiques, mais qui les a aussi partagés de très longues années sur les bancs du conseil communal. J'espère que cette demi-retraite que tu appelles avec une poésie de mathématicien, un palier de décompression, vous permettront quand même de réaliser des projets que parfois l'agenda politique oblige à remettre à plus tard. Je te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite de ta carrière, car si j'ai bien lu et compris tes déclarations, elles pourraient durer encore un petit peu. Merci Daniel.
Voilà, on a bien avancé dans le programme. Maintenant, il reste le gros morceau. Monsieur le syndic sortant de charge va s'exprimer. On l'a entendu, on a un discours fleuve à la Fidel Castro, en plus modeste, évidemment. Alors, quand même pour le présenter, et toujours du point de vue extérieur, hein, du citoyen lambda qui lit 24 heures, il s'agirait, je cite, d'un genre de Pantagruel mal fagoté, avec une dégaine inclassable, un grand timide, parfois brusque, avec de l'autodérision, avec une cervelle mathématique et stratégique hyper performante et avec une mémoire d'éléphant. Alors, il y en a qui critiquent, notez, hein, toujours selon 24 heures, le grand philosophe contemporain Peter Rothenbuehler, ancien rédacteur en chef du Matin, a déclaré, je cite, « Lausanne mérite aussi d'être représentée par quelqu'un qui renvoie une image d'esthétique et de santé et qui ne s'habille pas comme un guignol. » C'est vrai, cher monsieur Rothenbuehler, que vous étiez toujours très bien habillé vous-même quand vous couvriez la Suisse romande de manchettes et de une sur l'haleine du chien de Paris Hilton, sur la cellulite fessière de Britney Spears ou sur le sphincter défaillant de Jean-Luc Bidault malade. Et c'est ça qu'on reconnaît, la classe et l'élégance. Bref, monsieur Brella, à vous la parole et à vous d'en faire comme d'habitude ce que bon vous semble. Monsieur le syndic entrant en fonction dans un peu moins de 6 heures. Monsieur le Président du Conseil d'État, chers collègues de la municipalité, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales ou communales, puisque diverses municipalités se sont fait ici représenter, mesdames et messieurs, que dire après de pareils hommages? Certains pourraient se dire que ça arrive qu'après sa mort, mais je me suis assuré, je ne suis pas à la cathédrale, mais au Capitole. C'est donc pas le cas, heureusement. Mais néanmoins, je vais commencer par relativiser un certain nombre de choses. Le 20 décembre 1954 n'est pas la date de ma naissance, mais ça aurait pu être celle de ma mort. Ce jour-là, j'ai été dégagé par un véhicule bien qui était sur un passage piéton, roulant à 80 à l'heure en ville. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Ayant freiné certes brutalement, en me voyant, mais c'est dans le cheveu, puisque j'étais 7 jours entre la vie et la mort, que je m'en suis sorti. La différence, dans un cas, 10 lignes dans la rubrique mortuaire de 24 heures, de l'autre, la carrière que vous connaissez. On voit que souvent les événements se jouent à fort peu de choses près et peuvent avoir évidemment des influences sur la suite. Certes, personne n'est irremplaçable, mais si on remplace quelqu'un par quelqu'un d'autre, il n'est pas automatique que tous les résultats soient identiques. Deuxième exemple, assez intéressant aussi, un soir d'hiver, parce qu'il y a plusieurs qui ont parlé de soir d'hiver. Un soir d'hiver de tout début 78, ça devait être le début janvier, le parti auquel j'appartenais, le Groupement pour la protection de l'environnement, faisait ses listes pour les cantonales. À une voix de majorité, ça arrive souvent chez les Verts avec 2 abstentions. On était 15 à l'époque, hein, ou 17, bon, c'était moins nombreux, mais quand même. Il a été décidé de procéder à un tirage au sort intégral plutôt que de mettre le municipal et les conseillers communaux en tête. Ce n'était pas encore conseiller communal. Ça m'a valu d'être élu en 3e position sur 3 députés élus au Grand Conseil. Ceci notamment parce que j'avais pu dire dans le tout-ménage que je m'occupais d'énergie. Ça payait déjà un tout petit peu à l'époque. Si la décision avait été contraire d'une voix, c'est pas sûr que je serais arrivé au Grand Conseil tout de suite.
peut-être m'arriver un jour, et je ne serais probablement pas arrivé au Conseil national l'année suivante, en 79. En 79, j'ai bénéficié d'un effet particulier, celui d'être président de la coordination antinucléaire vaudoise pour le vote du 18 février 1979. C'était le premier de la liste des votes nucléaires. La 5e série aura lieu le 27 novembre dans l'histoire politique suisse. Et bien sûr, ça a pesé sur le début de ma carrière. Ça a peut-être aidé mon élection au Conseil national face à un autre candidat bien placé aussi. Et ça m'interpelle encore aujourd'hui, puisque dès que j'aurai quitté la municipalité, c'est-à-dire dans quelques heures, je vais m'occuper fortement de la 5e campagne en question le 27 novembre prochain. Un événement qui ne me concerne pas directement, mais qui montre à quoi peuvent tenir les choses. Enfin, on verra qui me concerne aussi indirectement. Il y a un certain nombre d'années en arrière, en l'occurrence en 1999, Michel Beglin était élu au Conseil des États au 2e tour pour 50 voix après recomptage. C'était 23 au premier. Le comptage a vu 27 voix de différence, mais heureusement dans un sens favorable pour lui. Le ricochet, c'est que Pierre Tillemans est devenu conseiller national. Premier divine ensuite. Il a décidé de quitter la municipalité et ça a ouvert une élection complémentaire. Dans cette élection complémentaire, un conseiller communal bien connu de l'époque s'est lancé pour le Parti radical, alors qu'il envisageait de quitter la politique pour retourner aux affaires qui étaient les siennes dans le domaine du génie civil. S'il n'y avait pas eu ce phénomène de l'élection pour 50 voix de Michel Beglin, toute la suite n'aurait pas eu lieu. Français aurait probablement quitté la politique avant de devenir municipal et aujourd'hui conseiller aux États. Et puis la municipalité de l'époque étant moins déstabilisée, il n'est pas sûr que je serais devenu syndic en 2001. Là aussi, on se retrouve avec un événement qui montre à quoi tient la vie, à savoir que pour un petit rien, la rivière va sur la vallée est ou ouest dans son parcours. On dit de l'Avenoche qu'elle a hésité entre le sud du lac Léman et de la Méditerranée et le nord des Alémanes et tout le reste. Eh bien, le destin d'une ville peut aussi dépendre de très peu de choses. Si soit Français, soit moi n'avions pas été là, ni aucun des deux, la ville existerait manifestement toujours, quoi qu'on pense certaines personnes prétentieuses, mais il est très peu probable que ce serait la même. Ça montre donc à quel point les événements peuvent avoir de l'influence sur un certain nombre de situations. On le voit d'ailleurs aujourd'hui encore dans le monde. L'élection autrichienne s'est jouée à presque rien. Celle du Pérou, c'était pire, c'était encore plus serré. Et puis, le Brexit, ça ne s'est pas tellement joué sur énormément, même si c'est quand même déjà un tout petit peu plus. Dans un certain nombre de situations, le destin d'un peuple peut se jouer sur des incompréhensions, des événements, y compris des événements personnels, un gamin qui meurt ou pas suite à un accident de voiture. Et puis, c'est aussi clair que la suite n'est pas forcément identique. Même si M. Johnson a apparemment décliné la possibilité aujourd'hui de devenir Premier ministre, son ambition a compté très lourd dans le destin non seulement de son pays, mais surtout de la ville qui lui avait confié ses rênes pendant quelques années. Et il est hautement probable que la décision prise soit gravement au détriment de la ville dont il a affirmé s'occuper pendant 2 législatures. Voyez ce qui peut arriver, soit par l'ambition de quelqu'un, soit par un concours de circonstances, voire une faille dans la théorie des probabilités, puisque parfois des événements en très peu de temps évoluent très vite. Mais parfois aussi, comme le sait Jean-Yves Pidou,
si on veut convaincre des candidats qu'on a trop d'y aller, il vaut mieux leur dire que c'est pas sûr qu'ils soient pas gagnés. Parce que sinon, il n'y a pas de candidat, parfois. Savoir si c'était une aberration statistique de ma part ou juste la maladie intellectuelle est au libre choix de chacun. En ce qui concerne le bilan de cette ville, on a effectivement dû travailler pendant les 26 ans et demi où j'ai été à la municipalité sur des dossiers extrêmement lourds. Des dossiers extrêmement lourds parce que simplement dans les années 90, on a eu le phénomène inverse de celui qu'on a rencontré récemment, savoir que tous les emprunts échus étaient à 3% et tous ceux qu'il fallait refaire étaient à 7%. Et la ville avait la chance, entre guillemets, d'avoir non seulement 500 millions d'investissements nouveaux qui venaient d'être votés en 86 et 89, mais 300 millions à renouveler. En une année, la dette de la ville, suite à ces renouvellements, le taux de déficit du budget a monté de 40 millions. Et juste au moment où il y avait la crise économique qui arrivait. C'était donc des choix extrêmement difficiles à faire, parce que d'une part, il y avait une nouvelle majorité qui avait quand même promis de ne pas strictement rien faire sinon remettre les finances en état, et puis d'autre part, il y avait un certain nombre de contraintes. Ces choix, on les a faits pendant des années, plus près de notre conscience, avec des compréhensions parfois diverses, une tolérance du conseil communal face à l'augmentation de l'endettement, d'ailleurs la même chose pour les instances cantonales de surveillance qui n'existaient que sur le papier à l'époque, qui était extrêmement grande. C'est comme ça qu'on a pu à la fois satisfaire les besoins de Lausannois et voir une certaine augmentation de la dette. Mais le but était bien sûr de remettre de l'ordre dès que possible, et ça a commencé dans les années 2000. Les années 2000, c'est la 4e grande mutation de l'histoire de Lausanne. Comme j'ai promis de ne pas dépasser 30 minutes, je ne dirai rien des 3 précédents. Mais je vous dirai simplement que celle-ci a la particularité d'avoir à la fois une composante technologique forte, qui est également mondiale, et j'y reviendrai de quelques instants, et puis une composante urbanistique très forte aussi, c'est le projet Métamorphose. Cette mutation s'est déclenchée suite à un regain de confiance très clair des investisseurs envers la région lausannoise suite à l'acceptation du projet M2 et de ce qui a été lié à la restructuration du réseau des transports publics, et puis ce qui va venir maintenant, malgré certains opposants qui peuvent retarder les choses 3-4 ans, mais pas plus, le tram, puis le M3. Là, il y a encore 2-3 choses à faire au niveau fédéral. Ces différents éléments de mutation ont créé un cycle d'ouverture et de transformation non seulement de la ville, mais de la région, et dans un climat nouveau. Le Conseil d'État des années 90 considérait que Lausanne et Goumois-le-Jus, ça existait encore, ça n'avait pas fusionné à l'époque, étaient 2 communes de valeur égale. Un conseiller d'État a scié sa carrière en tenant ses propos de manière excessive à un moment donné. Mais évidemment que pour l'avenir et la dynamique de ce canton, ce qui se passe dans l'agglomération lausannoise, qui est la principale source de richesse, et c'est une réalité, ce n'est pas de l'immodestie de ce canton, avec en palme l'agglomération Lausanne-Morges, qui concerne à peu près 50% de la population du canton et plus de 60% de son économie. Ce qui se passe dans cette région n'est pas indifférent pour le reste du monde et surtout pour le reste du canton de Vaud. Nous avons, dans cette optique, fait de très grands efforts pour recrédibiliser la ville, la région et le canton, et malgré certains comportements chien-chat des 2 autorités, le plus souvent dans une collaboration après une phase d'éventuelle engueulade. Donc, quelque part, cette nouveauté
a amené le développement de la région lausannoise et le développement du canton, en tout cas la facilité pour l'un et pour l'autre. C'est toutes les années 2000, avec la naissance en 2006 du projet Métamorphose, donc comme il a été dit tout à l'heure par mon successeur, on va voir la réalisation suivant le principe de l'efficience administrative et juridique vaudoise et suisse dans les 2 prochaines législatures. C'est de très grandes mutations très importantes pour notre cité. Et je dirais aussi qu'elles s'inscrivent dans un cycle de mutation qui ne va pas s'arrêter si facilement. En effet, avec, comme disait Jean-Yves Pidou, une probabilité pas tout à fait égale à 100%, mais quand même très proche, on peut être sûr que quand le temps qui a eu lieu depuis mon arrivée à la municipalité jusqu'à aujourd'hui aurait été encore une fois accompli pour nous mener dans les années 2040-2050, l'agence Bloomberg prévoit que 70% de l'électricité européenne sera alors renouvelable. Aujourd'hui, c'est 25%. Et que les nouvelles énergies éoliennes, n'en déplaise à quelques opposants de mon hameau préféré, et puis également le solaire, en plus de l'hydraulique bien sûr restant, seront les principales composantes du futur. La vitesse n'est pas entièrement déterminée. Elle sera notamment déterminée par le fait que le paquet énergie 2050 sera ou non saboté par un certain nombre de lieux politiques, je n'aimerais pas ici, parce qu'il n'y a pas à me faire des ennemis, mais ici, c'est qui sait. Et puis, également, qu'on ne se retrouve pas dans une... Si l'initiative sur la sortie du nucléaire est acceptée cet automne, ça accélérera le mouvement. Mais c'est des choses qu'on ne sait pas encore de manière, totale aujourd'hui. Ce mouvement sera mondial, ne sera pas seulement suisse. Et comme toujours, et comme je le disais à un grand congrès de l'énergie l'année passée à Bordeaux, en présence d'Alain Juppé, maire de la dite ville et candidat à d'autres choses, eh bien, il faut que maintenant les populations choisissent si elles veulent les emplois de demain ou les chômeurs de demain. Les emplois de demain, c'est innover. Innover dans ce domaine et aussi dans de nombreux autres. Les chômeurs de demain, c'est préserver au maximum les vieux investissements pour que ceux qui les ont faits, ils retrouvent la rentabilité la moins mauvaise possible. Et puis, il y a évidemment toutes les solutions intermédiaires. Et dans cette optique, bien sûr, cet avenir énergétique-là va exister. Il y a un risque. Il y a un risque de décroissance. Moi, je le considère comme un risque. On ne sait pas si je suis un écolo-productiviste. Mes amis des Verts européens disaient que j'étais un hyper-réalo, mais on peut dire d'autres choses pour décrire le même phénomène. Ce qui est certain, c'est qu'un des risques qu'on court est au niveau des ressources énergétiques et l'autre au niveau des ressources de matériaux. Si on a une crise d'approvisionnement dans certains types de matériaux, c'est aussi grave qu'une crise pétrolière à l'époque. Et là aussi, cet automne, il y aura des choix d'orientation intéressants, même si les perspectives de succès sont plus faibles dans ce cas que dans l'autre, pour savoir si on décide de promouvoir au maximum l'économie circulaire, l'économie basée sur les énergies renouvelables. Je vous rappelle que 80% de l'effet de serre est dû aux dépenses énergétiques dans le charbon, le gaz et le pétrole, et que ce n'est pas si difficile que ça de changer. Pidou me dira encore un obsédé de l'énergie, puisqu'il suffit de 5 fois la surface de la Suisse en panneaux solaires pour faire toute l'électricité du monde, y compris toutes celles nécessitées par la conversion des camions et des voitures, toutes en voiture électrique et en camion électrique. Par rapport à la taille de la planète, c'est parfaitement faisable. Et pour ceux qui préfèrent les éoliennes, comme un certain nombre, il en suffirait de 2 millions de très grandes. Un mélange des deux n'est bien sûr pas interdit avec encore quelques autres ressources. C'est ces caps-là qu'on doit prendre si on va aller vers le futur. Et le futur viendra de toute manière, mais il faut voir si on a la remorque du futur ou si on est dans le train d'avance. La ville de Lausanne, dans ce qui la concerne de près, a choisi clairement d'aller dans la direction
de l'innovation, du retour de confiance des investisseurs et du maintien, comme d'ailleurs le canton, de bonnes conditions cadres. Les conditions cadres ont un avantage important. Certains choix que je ne commenterai pas ici sont délicats à cause de ça, parce que si les conditions cadres sont bonnes, l'éducation notamment, mais par certains aspects de la fiscalité aussi, eh bien, on se retrouvera avec une situation, non pas on sera préservé des déferlantes du futur, mais on aura plus de temps pour les aborder. Et dans cette optique-là, bien sûr, c'est difficile de trouver le bon dosage. Parce que le futur frappe à notre porte. J'ai déjà parlé, évidemment, d'énergie. On peut parler 10 secondes, enfin un peu plus de transport. Demain, manifestement, les transports, ou après-demain, 10, 20, 30, 40 ans, je ne peux pas donner une année exacte, seront automatiques. Ce qui veut dire la fusion des transports publics et des transports privés. Bien sûr, il sera possible d'avoir son propre transport privé, ce que ironisait feu Bernard Saugy, décédé déjà depuis bien des années, qui promouvait toutes sortes de méthodes originales en matière de transport. La différence sera que celui qui ne supporte pas l'odeur des autres sur son siège voudra garder son véhicule et que les autres utiliseront les véhicules automatiques qui arriveront par là. C'est donc une deuxième très grande révolution dans laquelle la ville va lentement s'engager et la région. Elle a aussi la particularité d'être plus tolérante par rapport aux infrastructures. Ce qui fait que si on a des systèmes automatiques efficaces pour faire passer le même débit à besoin d'un peu moins d'infrastructures. C'est des vraies questions du futur qu'on doit se poser. Et le projet Forta qui est en train de se boucler au centre fédéral ces prochains mois est valable probablement pour les 15 prochaines années, éventuellement pour les 20, après quoi il faudra faire autrement. Parce que évidemment, les taxes sur l'essence à un stade où il n'y a plus de véhicules à essence, ça ne risque pas de fonctionner pour alimenter les caisses, l'entretien, les routes. On sera donc obligé de passer à des choses en mobility pricing, même si ce mot fait horreur à un certain nombre, uniquement par le simple fait de l'avoir entendu. Et puis alors il y a toute la révolution qui vient et qui interroge la société, qui est la révolution qui commence. Là, je pense que l'actuelle municipalité, celle qui commence demain, ce n'est pas un souci immédiat, peut-être pas même la suivante, mais à échelon 15-20 ans, ça va changer. Qu'est-ce qui va vraiment se passer quand les progrès de l'automatique et de la 4e révolution industrielle dans le domaine de l'informatique et de l'automatique et de la robotique va déployer pleinement ses effets? Certains disent que, comme d'habitude, ça va s'arranger. D'autres ont plus de doutes parce que si par hasard on perd 40% des emplois, est-ce qu'on sera capable de tous les créer en assez peu de temps? C'est une vraie difficulté, celle-ci, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est une grande réflexion pour les vrais économistes et les politiques qui se préoccupent du futur. En effet, on voit que les systèmes dans une question d'économie mondiale avec une concurrence extrême, comme on la vit actuellement, de type 35 heures, sont difficilement praticables parce que le pays perd sa productivité, même si sur le fond c'est une réflexion juste. Et puis on voit aussi que dans un autre domaine, c'est clair que les populations, et c'est ça qui crée les Brexit et tout le reste, ça pourrait s'amplifier demain, j'espère pas avec une catastrophe mondiale comme Trump, mais ce n'est pas complètement exclu, c'est les mêmes phénomènes qui ont provoqué le 9 février ces deux choses-là. Certes, l'ouverture générale des frontières et la mondialisation profitent à l'économie en général, c'est quelque chose d'incontestable. Le gros problème, c'est que ça profite à l'économie des actionnaires, à l'économie des plus riches, avec une différence toujours plus grande entre les hauts salaires et les autres, que c'est encore profitable dans l'économie des villes, ce qui explique une bonne partie de la plus grande ouverture, mais que sur toute une partie du pays, quand les gens font un bilan pur, ils voient que leur situation se dégrade lentement.
Et ceux dans la station se dégradent lentement, vous pouvez toujours leur dire, tous les autres sont plus riches, mais vous êtes plus pauvres. Ils disent, ben, comme je suis plus pauvre, je suis contre. C'est une logique élémentaire dont les économistes et les politiciens, spécialement ceux chargés de l'OMC, voyaient que j'avais des visions mondiales. Certains disaient que j'avais tellement d'arrogance que dans 24 heures que je donnais même des conseils énergétiques aux Chinois. Mais c'est vrai, puisqu'on a fait, à mon instigation, le grand projet de changement des normes des barrages chinois, qui est maintenant sous toit là-bas, qui fait qu'en cas de nouvelles catastrophes tremblementaires type Sichuan, d'ici quelques années, ils risqueront beaucoup moins, parce qu'ils ont les mêmes normes de sécurité qu'en Suisse. Donc, ce n'était pas un mensonge, et j'en ai pas honte. Mais pour le reste, il est indispensable, si on veut vraiment la globalisation, de préserver un certain nombre de valeurs. La globalisation, et c'est peut-être la chance du départ de l'Angleterre, c'était le principal frein à cette chose-là, c'est pas seulement un libre marché économique. Ça peut fonctionner que si l'OMC admet aussi des normes environnementales, ce qu'elle fait un tout petit peu, et des normes sociales, ce qu'elle ne fait pas du tout. Et si ces choses-là ne viennent pas, eh bien, le risque de clash dans le futur et de Brexit à n'en plus finir est quasi programmé. Parce que les populations perdantes sont prêtes à croire n'importe quel démagogue, même celui dont les idées sont impraticables. Une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils rechangent, mais ils ont perdu 5 ou 10 ans, et puis dans ces 5 ou 10 ans, leur situation s'est encore plus dégradée. Et des populations condamnées au désespoir peuvent réagir extrêmement mal à tout point de vue. Terrorisme, bien sûr, mais aussi vote absurde sur un certain nombre d'objets. Voilà donc les défis que lentement vont monter pour les générations futures, et donc pas encore pour la prochaine municipalité, mais au cours du temps. À Lausanne, et je viens à la phase finale maintenant de mon discours, on a réussi un certain nombre d'éléments extrêmement importants. On a une des sociétés les plus multiculturelles du monde, certes Arnon c'est encore mieux, mais en ville de Lausanne, on a 40% d'étrangers et il n'y a pratiquement pas de manifestations à caractère raciste. Je ne dis pas qu'il y en a zéro, parce que c'est un miracle. Mais il y en a extrêmement peu. Les gens se sont intégrés, se sont tirés à la corde commune. Et bien sûr que si une catastrophe économique arrivait par tranche, cette sainte alliance de toutes les minorités pourrait être mise en danger. Parce que la condition de bord, c'est que chacun continue à se sentir intégré dans la durée et pas à un moment donné se sentir exclu. Et c'est des leçons, encore ma prétention, qui devraient être tirées aussi au niveau de l'Union européenne, et peut-être encore plus l'OMC, qui est l'organe en la matière le plus délicat. Mais tant qu'il y a des Anglais, 2, 3 groupes de ce genre qui bloquent systématiquement toute évolution de l'OMC, évidemment que le problème ne fait que s'amplifier. Ces domaines-là, à Lausanne, c'est évidemment continuer l'intégration, la société multiculturelle, pour le canton de Vaud aussi, garder une longueur d'avance dans toute la problématique des conditions cadres, bien sûr avec la force que nous valent les grandes écoles qu'on a dans notre région. Et puis, c'est aussi ne pas laisser se marginaliser, en tout cas pas de manière importante, des populations. Parce que les populations qui se marginalisent sont les premières graines de la haine, de l'intolérance, de Daesh dans les pires cas, la Daesh aussi, mais les autres aussi, et puis de toutes sortes de choses qu'on souhaite ne pas voir ici. Je suis persuadé que mes successeurs sont parfaitement armés pour relever ces défis, comme d'ailleurs le Conseil d'État vaudois, mais néanmoins ces défis vont plutôt aller en s'amplifiant. Et moi qui ne suis pas un apôtre de la décroissance, je dis aussi que si on ne fait pas les virages énergétiques et les virages en matière d'économie des ressources suffisamment vite, c'est quelque part donner victoire demain ou après-demain aux partisans de la décroissance, parce que ça pourra alors être la seule solution. Voilà les grands défis du futur.
Quant à ceux qui se sont exprimés ce soir, je voudrais remercier chaleureusement chacun d'entre vous, Léonore Porchet, qui était au tout début de sa vie quand je suis devenu municipal, mais je lui raconter des épisodes encore plus anciens. Il dira que c'est un non-respect, moi je crois que c'est une tolérance, parce que l'histoire a commencé avant moi, et puis c'est évident qu'elle se poursuivra après. Je remercie Léonore de toutes les gentilles choses qu'elle a dit à mon égard. Je remercie bien sûr Jean-Yves Pidou, le spécialiste du sarcasme mesuré, qui a fait des choses tellement belles dans la pesée des mots que je ne saurais me lancer dans des choses aussi fines. C'est plus le style bulldozer que le style hyper fin, me dit-on. Je pense que c'est vrai en partie, mais c'est peut-être faux sur l'analyse de fond. Et sur le reste, je lui souhaite, comme acteur de la mutation énergétique, évidemment, de réussir le futur de cette ville. C'est clair qu'il y a beaucoup de vent dans les discussions autour des éoliennes, ça ne les empêchera certainement pas d'exister demain. En ce qui concerne mon successeur, qui a dit des choses tellement gentilles sur moi que j'ai dû écouter 2 fois pour être sûr qu'on ne parlait pas de quelqu'un d'autre. J'ai pas eu le temps, mais si j'ai eu le temps, parce qu'il a fait la même à mon repos il y a quelques semaines. Donc j'ai eu le temps d'écouter 2 fois. Je le remercie de tout ce qu'il a dit, mais surtout de tout ce qu'il va faire dans le futur pour l'avenir de cette ville. Parce que l'avenir de cette ville, pour moi, il s'arrête là, même si je suis à disposition pour discuter de choses et d'autres. Lui et la nouvelle municipalité, des 0 heures, c'est le futur de cette ville qui est là. Puis en ce qui concerne mon destin personnel, on a dit que pour me moquer un peu d'un pays voisin, j'envisageais de passer à la semaine de 35 heures, je pense que ce sera 32 ou 38. Mais c'est aussi une autre préoccupation qui a été la mienne. J'ai observé les pays voisins, j'ai vu qu'un dénommé Wilfried Kretschmann, qui a une année de plus que moi, a été réélu ministre-président du Bade-Wurtemberg, il est vert. Et puis le Bade-Wurtemberg, c'est autant d'habitants que la Suisse. Puis j'ai vu, il y a encore quelques recours, qu'un dénommé Alexander von der Bellen, qui est lui aussi vert, dans un choix assez particulier pour les électeurs autrichiens, l'avait emporté face à un candidat qui représentait des choses nettement moins fréquentables par 50,3% des voix. Je me dis donc, et ce sera ma conclusion, qu'il peut même y avoir un avenir pour de vieux hommes verts. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de faire de l'archéologie à l'envers et d'avoir une vision lointaine dans le futur. Je ne suis pas sûr que Publius Claudius Primus, au IIe siècle après Jésus-Christ, avait autant de prévoyance et de vision d'avenir sur l'arrivée des Alamans ou les problèmes d'économie. Mais bref, assez de paroles. Sans plus de paroles, je crois que le moment est venu de rendre hommage à quelqu'un qui a déjà été cité, quelqu'un d'essentiel, qui est à la ville de Lausanne un peu ce que Helvetia est à la Confédération ou Marianne à la République française. Marie-Ange, si tu veux bien monter. Merci à chacun, à Marie-Ange, à Alexandre qui m'ont
supporté avec des variations de présence toutes ces dernières années. Et puis, bien sûr, j'arrive à parler fort. Bien sûr, merci à chacun d'entre vous d'être venus. Et puis, bonne suite à cette ville. Et puis, pour sa point de vue strictement familial, ma famille aura l'avantage ou le risque de vous supporter 40 heures plus par semaine. Merci. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, avant de conclure cette cérémonie grandiose, je vous prie de bien vouloir applaudir aussi le quatuor s'il est nominé, le cum nomina, Patrick Genet, François Godreau, Hans Egidi, Marc Hermann et les chanteuses Muriel Kuhlmann et Clémentine Colbert. Et bien sûr, en attendant de boire de façon tout à fait imminente, et comme il se doit, le verre de l'amitié à la sortie de cette salle, il reste simplement à dire, tout simplement, de tout cœur, Daniel Brella, tout bon et merci.